Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Venezuela. Ce pays c'est un peu l'Eldorado pour une partie de l'extrême gauche et de l'extrême droite française. Pourquoi? Eh bien parce que depuis l'accession au pouvoir en 1999 de Chavez, le pays suit une politique socialiste et nationaliste avec une forte composante anti-américaine. De quoi plaire à ces deux extrêmes. Mais depuis quelque temps, on parle d'hyperinflation, de crise politique. Les chavistes au pouvoir, eux, parlent de menaces fascistes, voire même de risque d'invasion du pays. Aussi, on va essayer de comprendre quelle est la situation réelle du pays, et pour cela je vous propose deux vidéos. Cette première vidéo, dans laquelle on va voir quelle est la situation du pays sous Chavez, entre 1999 et 2013, et dans une seconde, on verra quelle est la situation du pays depuis sa mort. Allez, c'est parti. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Je crois que c'est un point de détail. Passe-toi Dans cette première vidéo, on va donc voir quelle est la situation du Venezuela entre 1999 et 2013 sous l'ère Chavez. Mais tout d'abord, pour bien comprendre la situation du pays à ce moment-là, on ne peut pas faire l'économie d'un peu d'histoire du Venezuela au XXe siècle. Au XXe siècle, le Venezuela, contrairement à pas mal de pays voisins, a été relativement épargné par la dictature, puisque la démocratie y existe sans discontinuer depuis le début des années 60, ce qui en fait une exception sur le continent sud-américain. Cette particularité est due au fait que lors de l'instauration de la démocratie en 1958, les trois grands partis d'alors, la COPEI, un parti chrétien-social, l'Action démocratique, un parti social-démocrate, et l'URD, un parti centriste, ont signé un pacte, appelé Pacte de Punto Fijo, engageant chacun d'entre eux à respecter le choix des urnes. Cet accord a permis de stabiliser la démocratie, mais n'a pas que des avantages. En pratique, il rapproche les partis et les perdants aux élections héritent souvent de postes ministériels, créant une impression de caste qui se partagerait le pouvoir. Depuis cette époque, entre 1958 et 1998, seules la COPEI et l'Action démocratique ont eu le pouvoir. Le pacte de Punto Fijo a également eu comme conséquence de marginaliser le Parti communiste vénézuélien, dont certaines franges ont alors basculé dans une guérilla très vite neutralisée. Globalement, c'est donc la gauche modérée et le centre qui ont dirigé le pays. À côté de sa stabilité politique, le Venezuela a une autre particularité. Il possède la première réserve mondiale de pétrole, et la prospérité et la paix sociale dans le pays ont toujours été appuyées sur la rente pétrolière. L'industrie pétrolière a d'ailleurs été en partie nationalisée par le président social-démocrate Pérez dès 1976, créant au passage, pour chapeauter le secteur, la PDVSA, Pétrole du Venezuela, société anonyme. Au niveau économique, le pays dépend fortement du pétrole, qui représente aujourd'hui 96% de ses revenus dus aux exportations, et grosso modo 50% des rentrées fiscales. Le pays s'est longtemps appuyé sur cette rente, ce qui fait qu'il a une production peu diversifiée et que la plupart des biens de consommation sont importés, notamment des États-Unis. Par ailleurs, le Venezuela souffre des mêmes maux que pas mal d'autres pays d'Amérique latine. Au niveau agricole, le pays est dominé par de grands propriétaires terriens qui laissent les petits paysans sur le carreau, et socialement, il souffre d'une fracture ethnique, des populations pauvres, qui représentent la majorité de la population, étant surtout constituées d'Indiens et de Métis, alors que les catégories supérieures sont plutôt blanches. Malgré ces travers, le pays fonctionne correctement jusqu'au début des années 80. À ce moment-là, le pays connaît une première crise économique due à la baisse du prix du pétrole. La paix sociale et la prospérité du pays reposant entièrement sur le cours du baril, une baisse du prix de celui-ci entraîne fatalement une crise économique. En 1989, pour sortir de la crise, le gouvernement social-démocrate, alors dirigé par Pérez, le même qui avait nationalisé le secteur pétrolier 13 ans avant, prend des mesures libérales. Il est soutenu par le Fonds monétaire international, jamais avare en bon conseil. Oui, déjà à l'époque, le FMI ne jurait que par les libéralisations. Résultat, il y a des manifestations à Caracas, elles tournent à l'émeute, la répression fait des centaines de morts, et l'épisode sera connu sous le nom de Caracazo. Quelques années plus tard, en 1992, profitant de l'état de tension sociale dans lequel est le pays depuis la cure d'austérité libérale, un groupe d'officiers de gauche, dont Chavez, tente un coup d'État. C'est à cette occasion que le grand public découvre cet officier encore anonyme, et il est le temps maintenant de se poser la question, qui est Chavez? Hugo Chavez est né dans une famille modeste, ses parents étant instituteurs. Il rencontre les idées révolutionnaires dès l'adolescence via le père d'un ami, membre du Parti communiste, qui lui donnera ses premières bases politiques en lui faisant lire, entre autres, Marx et Rousseau. Une fois adulte, dans les années 70, il intègre l'armée et devient officier. Au début des années 80, il incorpore un cercle d'officiers proches du Parti communiste, dont le but est de faire un putsch. C'est à cette époque que Chavez va réellement commencer à se former politiquement. Il va tenter de créer un socialisme purement latino-américain en utilisant des figures de l'histoire du Venezuela. Tout d'abord Simón Rodríguez, aussi appelé Robinson, qui était un philosophe et un précurseur de l'éducation populaire. Ensuite Bolivar, artisan de l'indépendance du continent, et également disciple de Rodríguez. Et enfin Ezequiel Zamora,
qui a mené une révolution agraire au profit des petits paysans. Cette idéologie composite, il l'a appelée l'arbre aux trois racines. Il s'agit en fait de construire une forme de nationalisme social, dans lequel le volet social est garanti par des figures historiques qui n'ont pas lutté que pour l'indépendance, mais aussi pour la justice sociale, pour ne pas créer qu'un imaginaire exclusivement guerrier, comme c'est souvent le cas avec les nationalismes. Toujours est-il que le groupe de putschistes profite en 1992 de la tension sociale dans laquelle est le pays depuis les réformes néolibérales pour tenter son coup d'État, mais il ne s'agit nullement d'une improvisation, puisqu'il attend depuis plus de 10 ans le moment propice pour déclencher l'opération. Le coup d'État est un échec militaire, en moins de 24 heures l'affaire est réglée, mais c'est une victoire politique. Lors de sa reddition, Chavez passe à la télé, explique sa démarche et déclare que ce n'est que partie remise. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Cette apparition médiatique en fait un héros pour les classes populaires et paradoxalement lance sa carrière politique. Après ce coup d'État avorté, Chavez est libéré au bout de 2 ans et commence sa carrière politique. Il crée son propre parti, le M5R, Mouvement pour la 5ème République, se présente à l'élection présidentielle de décembre 1998, mène campagne sur les thèmes de la création d'une nouvelle république plus sociale et de la lutte contre la corruption, et finalement remporte l'élection. Chavez prend donc les rênes du pays en 1999. Avant de continuer, une petite précision de vocabulaire. Les chavistes parlent de révolution bolivarienne, de république bolivarienne, voire même d'armée bolivarienne. Ils ont même rebaptisé la monnaie le Bolivar Fuerte. Ils mettent Bolivar en fait à toutes les sauces. C'est clairement une instrumentalisation, puisque Bolivar était un militaire du 19e siècle, il n'était pas socialiste et ne cautionnerait probablement pas en fait la politique du gouvernement actuel. Aussi, pour ne pas cautionner cette captation d'héritage, je ne vais pas employer le terme bolivarien, mais systématiquement le terme chaviste. Comme on l'a vu, Chavez se fait élire sur des propositions simples, une nouvelle constitution, plus sociale, et la lutte contre la corruption. Il n'affiche aucune idéologie précise, bien qu'il instrumentalise déjà Bolivar. Au début de son premier mandat, il semble chercher une voie médiane entre le socialisme et le capitalisme sauvage, mais déjà à ce moment-là, sa politique ne plaît pas à tout le monde, et en 2002, il est victime d'une tentative de coup d'État de la part de la droite et du patronat, tentative un petit peu trop vite applaudie par les USA, mais je reviendrai sur cet épisode dans la deuxième vidéo. À côté de cela, il cite également le Christ ou Marx. Mais à partir de 2006, il se radicalise et commence à parler de socialisme du XXIe siècle et d'anticapitalisme, ce qui est une forme de retour à son idéologie de jeunesse de l'arbre aux trois racines. Soy socialista, bolivariano, cristiano et también marxista. À côté de cela, au niveau international, il noue également des alliances avec certains pays considérés comme l'axe du mal par les USA de l'époque, notamment l'Iran et la Libye. Si on suit uniquement au discours de Chavez, on a l'impression qu'il marche au radar. Par contre, si on regarde ses actes et ses pratiques politiques, là, on peut voir des constantes depuis 1999. Et c'est à ces actes et ces pratiques qu'il faut s'intéresser pour vraiment comprendre le chavisme. D'abord, il y a un style Chavez qui apparaît très vite. C'est un style populiste dans lequel le président est en contact direct avec le peuple. Par exemple, il crée une émission hebdomadaire, Allo Presidente, dans laquelle il parle à la population parfois pendant des heures. À partir de 2009, l'émission se double d'une autre, Allo Presidente Teorico, qui explique les fondements idéologiques du régime chaviste. Clairement, c'est une émission de propagande. Dans le même genre de culte de la personnalité, il crée une fête nationale pour commémorer son putsch raté de février 92. Ensuite, Chavez entretient un rapport difficile avec le pluralisme démocratique. Par exemple, au niveau syndical, il va chercher à contrer la CTV, le syndicat historique vénézuélien, parce que celui-ci a participé à la tentative de coup d'État en 2002, en créant son propre syndicat, l'UNT. Mais cette UNT va se révéler trop peu chaviste à son goût, et il va créer en 2008 un nouveau syndicat, la CBST. La création de ces syndicats ne correspond pas simplement à une lutte contre les organisations ennemies du pouvoir, mais bien en fait à une création d'un syndicalisme aux ordres. Au parti au pouvoir doit correspondre un syndicat qui va défendre sa politique dans les entreprises. C'est ce que les chavistes appellent le parallélisme syndical. Tout aussi problématique, en 2004, comme le prévoit la Constitution, une pétition regroupant 2 millions de signatures provoque un référendum sur la destitution de Chavez. Le référendum échoue et le pouvoir se venge en divulguant les noms des 2 millions de signataires. Certains en perdront leur emploi. De quoi décourager toute action légale contre le pouvoir. Un dernier point important et constant dans la politique de Chavez, c'est son instrumentalisation du militaire. Son projet politique est fortement marqué par les figures guerrières, comme Zamora ou Bolivar, et il croit en l'alliance entre le peuple et le militaire pour instaurer la justice sociale. Il va donc s'efforcer tout au long de son mandat de renforcer les liens entre les deux. Pour cela, les chavistes vont mettre en place ce qu'ils appellent une alliance civico-militaire. En pratique, ils vont créer la milice bolivarienne, une sorte de réserve militaire. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que cette milice suit des cours de formation théorique sur l'idéologie du régime.
Aujourd'hui, le gouvernement voudrait atteindre le chiffre de 2 millions de réservistes pour un pays comptant 30 millions d'habitants. Ce mélange du politique et du militaire est extrêmement important pour le régime, comme on peut le voir ici sur le site du PSUV, le parti de Chavez, où c'est clairement cette imagerie qui est mise en avant. De son côté, l'armée a aussi droit à des cours de formation théorique, et il est écrit jusque dans la loi que les soldats doivent être formés à l'idéologie chaviste. On voit ici une loi de 2009 qui stipule clairement quels sont les idéologues qui doivent être enseignés aux soldats. Rodriguez, Bolivar et Zamora, les piliers de l'arbre aux trois racines. Politisation de l'armée et militarisation de la société, très clairement, le rapport aux militaires est l'un des points les plus problématiques du chavisme. Ce n'est jamais bon signe quand une démocratie se militarise, même si c'est pour garantir la justice sociale. La politique sociale chaviste est plus simple à résumer car elle a été globalement constante de 1999 à aujourd'hui. Dès son arrivée au pouvoir, Chavez développe une politique sociale qu'il va très vite financer avec l'argent du pétrole. Pour cela, le gouvernement renforce son pouvoir sur la PDVSA. Il va utiliser l'argent de l'entreprise pour financer différents programmes sociaux qui s'articulent autour de sujets thématiques et qu'il appelle missions sociales. Ces missions sociales sont nombreuses et touchent à tous les aspects de la vie des populations pauvres. Il y a des missions éducatives qui favorisent l'accès à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, voire au supérieur, comme les missions Ribas ou Robinson. Il y a des missions visant à favoriser le retour à l'emploi, comme la mission Che Guevara, ou qui subventionnent des coopératives ou les petits paysans. Il y a des missions médicales qui proposent des consultations gratuites, comme les missions Milagro ou Barrio Adentro. Il y a également des missions de rénovation urbaine, de la promotion du sport, de la culture, de la citoyenneté. Il y a même une mission qui a créé une chaîne de magasins alimentaires, la mission Mercal. Au total, aujourd'hui, il existe une grosse trentaine de missions qui forment un véritable parcours de vie, encadrant les populations pauvres quasiment du berceau à la tombe. Mais le mode de fonctionnement et de financement des missions sociales pose problème. L'argent provient de la PDVSA, une entreprise, et les fonds alloués ne sont ni votés ni contrôlés par le Parlement. Et ce, alors même que les missions sociales ont une place extrêmement importante dans la politique de l'État. Pour vous donner une idée du coût de ces missions et de l'implication de la PDVSA, voici quelques chiffres. Les dépenses sociales de l'État représentaient 8,2% du PIB en 1998 et sont passées à 20,9% en 2006. En fait, les dépenses de l'État sont passées de 8,2% à 13,6% du PIB. Les 7,3% restants sont en fait piochés dans les fonds de la PDVSA, qui prend donc à sa charge un tiers des dépenses sociales du pays. De plus, les fonds dépendent du revenu pétrolier, et si les bénéfices de la PDVSA diminuent en raison de la baisse du prix du pétrole, toutes les missions sociales sont compromises, ce qui fait que les budgets ne sont pas sanctuarisés. Toujours est-il que l'investissement massif dans le social porte ses fruits, car le taux de pauvreté passe de 49,4% de la population en 1999 à 27,8% en 2010. Sur la même période, en moyenne, les pays d'Amérique latine sont passés d'un taux de pauvreté de 43,8% à un taux de 31,4%. Le Venezuela part donc de plus loin que beaucoup de ses voisins et fait mieux. Alors quel bilan provisoire tirer des années de Chavez? Comme on l'a vu, au niveau social, la politique chaviste repose entièrement sur les fameuses missions sociales, qui au-delà de leur mode de financement problématique, posent question dans une démocratie. En arrosant les classes populaires d'argent, Chavez se les attache électoralement, sans pour autant forcément régler les problèmes de fond. Par exemple, créer les magasins Mercal ne règle pas le problème de dépendance du pays aux importations. Subventionner des coopératives ne règle pas le problème de débouchés de celles-ci. Au niveau politique, les théories et pratiques chavistes posent également question. Comme on l'a vu, dès son arrivée au pouvoir, il a instauré une 5ème République avec une idéologie officielle, le bolivarisme, qu'il a ensuite diffusé dans la société, notamment via les milices bolivariennes et des émissions de propagande. En fait, son élection n'a pas simplement été une alternance ou une alternative vis-à-vis d'anciens partis jugés dépassés, mais a été une forme de changement de régime. Et ce changement de régime, quand on y ajoute le clientélisme populaire, pose question pour une démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui le Venezuela est toujours une démocratie, au sens où elle l'était avant l'arrivée de Chavez au pouvoir? Mais dans les faits, Chavez a toujours respecté le fonctionnement démocratique et jusqu'en 2012, il a gagné toutes les élections de façon nette et avec une abstention en baisse, ce qui légitime d'autant plus les résultats, même si les programmes sociaux clientélistes ne sont probablement pas pour rien dans sa victoire continue. En fait, son élection a rappelé aux classes moyennes que les pauvres aussi pouvaient voter et qu'ils étaient majoritaires dans le pays. Et tant que Chavez s'assurait leur soutien, dans un pays où l'argent du pétrole coule à flot, il y avait peu de chances qu'une alternance se produise, malgré les dérives du régime, sans un bouleversement extérieur pour provoquer une crise. Et donc, jusqu'en 2013, le régime est stable et soutenu par la population élection après élection, et ce, quoi que l'on puisse penser de ces pratiques et de leurs conséquences sur la démocratie vénézuélienne. Et bien voilà, cette vidéo en forme de bilan du chavisme de 1999 à 2013 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un peu la situation du pays. Dans une prochaine vidéo, on verra quelle est la situation du Venezuela depuis 2013. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.